Alors, moi je voudrais commencer par un paradoxe. Le numérique n'a peut-être jamais été aussi pris au sérieux que ces dernières années dans le débat public, avec l'irruption de l'intelligence artificielle, avec les problèmes que peuvent poser les GAFA, etc., les fake news. Et pourtant, notre vision collective du futur du numérique semble figée autour des mêmes questionnements, des mêmes thèmes. C'est ce que j'appelle les tartes à la crème du numérique. L'IA qui est mise à toutes les sauces, on entend un peu tout et n'importe quoi. La blockchain, elle aussi, mise à toutes les sauces, même quand ça fait pas sens, etc. Alors, moi, je sais pas vous, mais toutes ces tartes à la crème, moi, ça m'écœure un peu. C'est comme un trop-plein de techno pour la techno, et aussi un peu de bullshit, parfois. Des soi-disant experts de l'IA qui viennent nous parler de la singularité alors qu'ils n'ont jamais écrit une seule ligne de code. Alors moi, dans cette présentation, je ne vais pas vous parler d'IA, parce qu'il me semble essentiel de montrer qu'il y a aussi d'autres choses qui se mettent en place et qui préparent le futur du numérique. Alors j'ai mis ce tweet qui est de Tristan Nitto, un militant bien connu des libertés numériques, et qui dit, à propos du fait qu'un tiers des ados américains se réveillent dans la nuit pour consulter leur smartphone, « Franchement, c'est pas ce que j'espérais quand j'imaginais l'avenir du numérique dans les années 80. » Donc il y a comme une sorte de gueule de bois dans le numérique, un numérique finalement moins excitant, et ça touche aussi l'innovation. Finalement, quand on regarde, dans la décennie 2010, on n'a vu apparaître aucun nouveau grand acteur du numérique capable de concurrencer les GAFA. Donc on va arriver à la fin de la décennie, et il n'y a aucun nouveau géant qui a émergé, né dans la décennie 2010, capable de menacer les GAFA. Et en fait, c'est inédit depuis les débuts du web. Dans les années 90, il y avait Google et Amazon qui avaient été créés. Dans les années 2000, on avait vu Facebook, Twitter, Uber qui étaient montés très vite. Et là, rien. Il y a peut-être juste Netflix, mais Netflix n'est pas une boîte qui a été créée dans les années 2010. Et donc on parle beaucoup d'accélération, mais finalement, cette accélération, si elle existe, elle est accaparée par les mêmes, par des géants. Face à ça, on a une réaction défensive qui va être de dire il faut réguler, peut-être démanteler les GAFA, et en face, une réaction inverse qui va être de dire stop à la régulation, ça tue l'innovation. Et finalement, moi j'avoue que tout ça, ça m'ennuie un peu. C'est-à-dire que je sais que c'est essentiel, je suis pour un degré de régulation, mais honnêtement, c'est pas pour ça que je me suis passionné pour le numérique quand j'étais ado, pour cet espace d'innovation et de liberté incroyable, pour cet espace où tout était à construire, plein d'opportunités, et pour cet espace aussi plein d'espoir. Et finalement, aujourd'hui, c'est comme si la seule question qu'on se posait, c'était où on place le curseur dans la régulation. Et c'est comme si, au fond, il n'y avait plus d'imaginaire, et comme si, finalement, le numérique était définitivement devenu mature, que c'était définitivement la fin des illusions du début. Et ben moi, je voudrais décadrer ce débat. Je voudrais montrer qu'il y a d'autres imaginaires, d'autres visions à porter, et qu'il existe aujourd'hui un numérique qui émerge, qui est subversif, qui est révolutionnaire, et qui porte plein d'espoir, peut-être naïf, mais plein d'espoir quand même, comme au début du web. Alors juste avant, un petit topo sur la prospective. L'image de gauche, c'est une gravure en 1910 qui montre qu'après l'année 2000, tout le monde se déplacerait dans des petits avions, comme ceci. Et finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a des trottinettes électriques et des vélos. L'image de droite, c'est comment aujourd'hui on voit la société de demain, donc des robots et une IA qui nous gouvernent. Et finalement, on fait la même erreur qu'avant, c'est-à-dire toujours la même erreur, c'est partir de la technologie pour appréhender le futur. Et pourtant, en fait, IA, blockchain, 5G, IoT, tout ça, c'est technocentré. Et pourtant, en fait, quand on regarde l'histoire des grandes évolutions, l'histoire des changements, ce qui porte souvent le changement, c'est des évolutions sociales et comportementales, beaucoup plus que des innovations purement technologiques. Et donc,
ça me semble essentiel de montrer que c'est pas juste technologique quand on pense au futur du numérique. Le futur du numérique ne dépend pas que de la technologie. Ça peut paraître bête ou contre-intuitif, mais en tout cas, ça dépend aussi des évolutions sociales, et c'est ce que je montrerai aussi. Et un exemple que j'aime bien citer, c'est une vidéo qui a été faite dans les années 60 sur le bureau du futur, qui en fait prédisait l'arrivée de l'ordinateur dans les bureaux, mais qui avait oublié juste un truc, c'est la présence des femmes. Ils n'avaient pas prévu la féminisation du marché du travail. Et donc ça, c'est un exemple typique qui souligne encore ce que je viens de montrer là. Alors, justement, dans le monde numérique aujourd'hui, émergent des nouveaux comportements qui changent la donne. Ce que je vais vous présenter là, c'est pas le futur d'Internet, parce que ça serait de la futurologie et ça serait un truc de charlatan. C'est un futur possible, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un futur qui est déjà en émergence. C'est un futur, alors déjà en émergence, mais décorrélé des écosystèmes tech et start-up traditionnels. Deuxième chose, c'est un numérique en émergence, mais qui a le potentiel d'être massif demain. Et troisième chose, c'est pour ça que je fais aussi cette présentation, c'est que ce numérique, il me semble encore peu discuté, peu considéré. Or, ça me semble essentiel qu'il le soit. Alors, la première chose, c'est que c'est l'émergence d'un web qui est libéré de la mainmise des GAFA. Aujourd'hui, finalement, quand on regarde Internet, on peut avoir l'illusion que c'est ouvert, mais moi j'appelle ça une sorte de Disneyland. C'est-à-dire que si je construis un restaurant à Disneyland et que ce restaurant commence à déplaire à Disneyland pour des raisons X ou Y, ben Disneyland va me dire, par exemple, payez plus cher votre loyer ou alors va changer les règles unilatéralement. Et moi, j'aurais pas le choix. C'est-à-dire que si je veux continuer mon restaurant, soit je me plie aux règles de Disneyland, soit j'arrête. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas dans l'Internet mobile, par exemple. Si je veux créer une start-up dans le mobile, je dois avoir l'accord de Google et d'Apple pour être référencé dans leur App Store, dans leur store, et je dois me plier à leurs règles. Et si je ne me plie plus à leurs règles, ou si je ne me plie pas d'emblée à leurs règles, je risque de n'avoir quasiment aucun utilisateur. Alors, par rapport à ça, pourquoi est-ce que ça changerait ? Eh bien justement, j'ai dit juste avant que la futurologie se trompe souvent parce qu'elle sous-estime les changements de comportement. Et justement, aujourd'hui, il y a des nouveaux comportements qui émergent, qui sont portés par des jeunes développeurs aux États-Unis et ailleurs, qui veulent s'extraire de la mainmise des GAFA, parce qu'ils ont pris conscience des problèmes que ça pose. Alors, il y a les problèmes dont on entend souvent parler, mais par exemple, qu'est-ce que c'est un problème concret pour un développeur, pour quelqu'un qui construit une application numérique? C'est notamment la question des API aujourd'hui. Le fait que Google, Twitter, etc. peuvent fermer des API unilatéralement ou les rendre payantes, ce qui en fait tue des mois de travail pour concevoir une application, ce qui a parfois tué des business. Et donc, un cas typique, qui est un cas véritable qui se retrouve souvent, c'est un jeune dev qui est recruté par Facebook parce qu'il est très talentueux et parce que Facebook, il y a quelques années, était encore une boîte tech vue comme un modèle, et qui, en fait, au bout d'1 ou 2 ans, se dit « mais c'est pas pour ça que je suis dans la tech et c'est pas ça que j'ai envie de faire ». Et qui, en fait, commence à travailler le week-end sur son temps perso sur un web décentralisé. Il le fait parce qu'en fait, il retrouve dans ce web décentralisé, il retrouve un côté passionnant, il retrouve une excitation, il retrouve aussi un côté subversif, et aussi il retrouve un sens. Et de plus en plus, il bascule pour bosser à plein temps sur le web décentralisé. Et en fait, cet exemple, c'est celui de milliers de personnes aujourd'hui, ça ne fait que croître, qui en fait sont comme une sorte d'armée de rebelles du numérique qui s'est levée pour construire un nouveau web. Et la plateforme qui accueille tous ces talents, c'est une blockchain qui s'appelle Ethereum. Alors, ce n'est pas la seule, mais c'est celle, surtout elle, qui s'est fixée l'objectif de faire émerger un web décentralisé. Et c'est elle qui a l'écosystème le plus riche, le plus dynamique, très nettement. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des grandes figures de la tech, notamment aux US, qui disent qu'il y a une aspiration des talents de la tech traditionnelle vers le web décentralisé. Et là, on retombe sur le social, sur le fait que les évolutions, le futur est aussi tiré par des changements de comportement et de normes sociales.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, dans les grandes universités, notamment américaines, Facebook, en tant que recruteur, n'est plus du tout vu comme quelque chose de sexy. À Berkeley, par exemple, de plus en plus de diplômés en informatique évitent Facebook. Et ils ne le font pas parce que c'est plus juste à la mode, ils veulent aller sur un autre réseau social. Ils le font parce qu'ils ne croient plus dans le produit, ils ne croient plus dans ces valeurs-là. Et donc ça, c'est peut-être le début d'un basculement. Alors, dans cette présentation, je présente donc plusieurs facettes de ce que je considérais être une nouvelle économie numérique et qui se rattache à ce web décentralisé. Donc la première facette, c'était effectivement l'émergence d'un web libéré de la mainmise des GAFA. La deuxième facette, c'est l'émergence d'actifs rares nativement numériques. Alors je m'explique. Aujourd'hui, si je vous envoie un document sur Internet, un fichier Word, un son, une image, en fait, je ne vous envoie pas ce document. Je vous envoie une copie. Et moi, je garde l'original sur mon ordinateur. Donc ça marche bien pour des documents, mais ça ne marche pas pour des actifs de valeur. Si je vous envoie 1 euro et que je conserve 7 euros, l'euro perd de sa valeur. En fait, Internet, tel qu'il est conçu, ne permet pas d'envoyer de la rareté numérique, des actifs de valeur numérique, sans passer par une autorité centrale comme une banque. Et c'est ça, en fait, qui est en train de changer. Avec le premier exemple de ça, c'est les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on parle de tokens. Les tokens, c'est des actifs numériques d'un nouveau genre, parmi lesquels le Bitcoin et les crypto-monnaies, qui fonctionnent sur Ethereum, pour certains, et qui ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est que n'importe qui peut créer son propre token, son propre actif de valeur, sans avoir à demander la permission. De la même façon que sur Internet, n'importe qui peut créer une page web sans avoir à demander la permission. La deuxième chose, c'est que ces tokens peuvent être échangés avec n'importe qui, entre tout internaute, de la même façon, sans demander la permission. La troisième chose, c'est que ces tokens sont cotés en temps réel sur des plateformes en fonction de l'offre et de la demande. Et en fait, ces caractéristiques que je viens de citer et d'autres font de ces actifs, ces tokens, une nouvelle vague majeure d'innovation. Et notamment parce que ça crée des nouveaux business models. En associant un token à une application, en fait, on change certaines règles du numérique, et notamment l'effet de réseau, puisque si on pense que cette application est prometteuse, on a intérêt à acheter le token qui en est associé le plus tôt possible, puisqu'on considère que le token va gagner en valeur au fur et à mesure que l'application va réussir. Donc en fait, ces mécanismes, c'est ceux notamment qui sont au cœur de ce qu'on a appelé les ICO, ces levées de fonds en crypto-monnaie, qui sont au fond des levées de fonds nativement numériques, qui se font en token. Avec la multiplication des tokens, Internet est en passe de devenir le plus grand marché d'actifs du monde. Et ce, d'autant plus qu'aujourd'hui, les grands acteurs traditionnels, notamment de la finance, commencent à s'intéresser aux tokens et à ce qu'on appelle la tokenisation. La tokenisation, c'est la création d'une représentation numérique d'un actif sous forme de token. Donc ça peut marcher pour des actions, des obligations, des titres immobiliers, etc. Alors pourquoi tokeniser des actifs ? Il y a 3 grandes raisons. La première, c'est pour avoir plus de liquidité, grâce à une ouverture de marché plus grande, géographique et temporelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La deuxième raison, c'est plus de transparence. Ça permet une meilleure auditabilité. Et la troisième raison, c'est une meilleure efficience grâce à des transferts plus rapides et grâce au fait que ces actifs sont programmables. Et en fait, la digitalisation de la valeur permise par les tokens, c'est le pendant de la digitalisation de l'information permise par Internet. Une question clé là-dessus, c'est de savoir qui captera la valeur. Est-ce que c'est des plateformes qui sont nées avec le web décentralisé et qui pourraient uberiser des bourses, ou est-ce que c'est des acteurs traditionnels, comme des bourses, qui vont se mettre dessus ? On n'a pas encore la réponse, parce que les deux types d'acteurs commencent à travailler dessus. Il y a des bourses qui vont lancer des échanges de tokens prochainement, notamment en Europe. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que en France, typiquement, il y a des grandes banques qui commencent à travailler sur ces concepts de tokenisation. Ce qui est drôle, c'est que pas plus tard qu'hier, la BNP a sorti son premier papier sur la tokenisation. Donc on ne peut pas faire plus récent. Il y a quelques semaines, la Société Générale a carrément lancé un magazine dédié à la tokenisation. Et ils l'ont appelé, devinez comment, Token.
Alors, troisième facette de cette nouvelle économie numérique, c'est la même chose que la deuxième facette, mais pour des actifs non fongibles. Alors, qu'est-ce que c'est des actifs non fongibles? Alors, pour ça, il faut repartir de ce que c'est un actif fongible. Un actif fongible, c'est par exemple une pièce d'1 €. Si je prête 1 € à un ami, quand cet ami me rendra une autre pièce d'1 €, eh ben, je l'accepterai, même si ce n'est pas la même pièce, parce que c'est un actif fongible. Un exemple d'actif non fongible, c'est par exemple un tableau de maître. Ce n'est pas interchangeable avec un autre tableau, a priori. Eh bien, avec les tokens et Ethereum, naissent, émergent des actifs nativement numériques qui sont non fongibles. On appelle ça les NFT, Non-Fungible Tokens. Et là aussi, ça ouvre pas mal de perspectives. Une des perspectives que ça ouvre, c'est l'émergence de cartes de collection nativement numériques. Alors pourquoi est-ce que les gens achèteraient ce truc-là? D'abord, ils pourraient l'acheter pour les mêmes raisons en fait, que certains collectionnent des cartes Pokémon ou collectionnent toutes sortes de choses. La condition pour que ça ait de la valeur, c'est la rareté. Et donc les NFT, ces non-fungible tokens, sont rares par nature. La deuxième raison, c'est que ce n'est pas des biens, des actifs numériques comme les autres. La différence par rapport à des biens numériques qu'on peut voir dans certaines applications, certains sites, c'est qu'en fait, ces actifs numériques, là, ils vont être possédés véritablement par leur acquéreur. C'est-à-dire que si le service qui a créé ces tokens, qui a créé ces actifs-là, ferme, eh bien ces NFT, ils continuent d'exister. Donc ça, c'est une de leurs forces. Alors, dans une démarche de prospective, c'est intéressant de voir comment ça pourrait s'insérer. C'est vrai que jusqu'ici, les objets de collection sont restés très physiques, très matériels. Internet a changé énormément de choses, mais ça n'a pas changé ça. En fait, il n'y a pas de raison que ça ne change pas. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont nés après 2000, 2005 ou 2010, ils baignent totalement dans le numérique, ils sont nés avec. Et je pense qu'on n'a pas idée des changements de comportement que le numérique va apporter, en bien ou en mal. La question ici n'est pas là, mais de voir que ça pourra en tout cas être utilisé et que peut-être demain on sera des vieux réacs en se disant mais ils sont complètement fous ces jeunes, c'est beaucoup mieux les cartes Pokémon, mais qu'eux trouveront ça totalement ringard. Et en fait, de fait, l'année dernière, ces derniers mois, il y a des NFT qui représentent des chats qui ont été vendus des milliers de dollars. Et l'image que j'ai mis là, c'est une start-up française qui propose des cartes de collection numériques, donc des NFT, associées à des joueurs de foot. Ils sont en train d'acheter des licences pour pouvoir faire ça. Et en fait, l'idée, c'est d'associer à chaque joueur une carte et ensuite de mettre ça aux enchères. Ça s'appelle Sorare et c'est une des start-up, à mon avis, les plus prometteuses de l'écosystème blockchain français. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, le fonds de Xavier Niel a annoncé avoir investi dedans. Quatrième facette de cette nouvelle économie numérique, l'émergence d'un système financier nativement numérique. Au fond, la finance n'a pas été si bouleversée que ça par le numérique, en tout cas à mon avis. Il y a eu des changements, il y a des innovations incrémentales qui se sont faites, notamment avec la fintech, et des innovations en termes d'UX, d'expérience utilisateur, pour plus de simplicité. Mais je ne trouve pas que la finance a été bouleversée radicalement par le numérique. On peut dire que la finance s'est électronifiée dans les années 90, mais n'a pas connu encore la vague de digitalisation qu'a pu connaître les médias ou les industries créatives, par exemple. Et bien là, en ce moment, émerge ce qu'on appelle l'open finance, une finance ouverte à tous, qui constitue un système financier nativement numérique. L'idée, c'est qu'il y a des entrepreneurs, des milliers d'entrepreneurs et de développeurs partout dans le monde qui développent un système financier fondé sur des infrastructures décentralisées et qui fonctionne sur les tokens dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, cet open finance, ce système financier, il est ouvert à tous, aussi bien en termes d'usage, c'est-à-dire que chacun peut l'utiliser, quelle que soit son origine sociale, ses revenus ou son origine géographique. C'est pour ça que ici, la citation dit « L'open finance est une opportunité de sortir de la loterie géographique ». L'idée qu'on est dans des pays parfois où il n'y a pas une liberté financière, où il y a des restrictions.
Donc c'est ouvert à tous en termes d'usage, c'est ouvert à tous en termes de transparence, c'est-à-dire que chacun peut consulter et auditer ce système financier, et c'est ouvert à tous en termes de participation à sa construction. Chacun peut construire des applications dans ce domaine-là. Et par exemple, il y a quelques semaines, il y a une équipe de, je crois, 4 développeurs qui a créé une startup de produits dérivés en Open Finance, ce qui aurait normalement coûté des milliers, voire des millions de dollars en différentes dépenses. Comment ils ont réussi ça? C'est parce qu'en fait, ils se sont appuyés sur différents protocoles, dont Ethereum, qui sont en open source, et donc dont le code peut être repris tel quel. Et en fait, ça tient au fait que l'open finance, une de ses grandes caractéristiques, c'est la modularité. On peut prendre des bouts de code, les assembler et créer des produits financiers nativement numériques. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais prendre un seul exemple. C'est celui des marchés prédictifs. En open finance, on peut créer ses propres marchés prédictifs. Alors, à quoi ça sert? Ça peut servir, par exemple, à se couvrir contre un risque. On peut prendre le cas d'un agriculteur d'Amérique du Sud dont les revenus dépendent beaucoup du niveau de précipitation et du risque de sécheresse, et il peut créer un marché avec quelques dollars, en quelques clics, un marché prédictif à propos du futur des précipitations les prochains jours, les prochaines semaines, et se couvrir contre le risque. C'est-à-dire que s'il pleut, c'est tant mieux pour ses récoltes, et s'il ne pleut pas, s'il fait trop sec, il sera couvert, et il remportera sa mise, il tirera profit de sa mise sur ce marché-là. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant, en quelques clics et avec quelques dollars. Donc ça, c'est des nouveaux usages qui sont créés. Mais en fait, des nouveaux usages qui sont créés par l'Open Finance, il y en a plein, parce que là, en ce moment, c'est depuis 2018, c'est un écosystème qui est en plein boom, et aujourd'hui, il n'y a pas une seule semaine où il n'y a pas des nouveaux projets d'Open Finance qui sont en train de se créer. Et donc ça, c'est encore un peu sous le radar, mais si ça vous intéresse, j'ai écrit une étude qui est sortie cette semaine, qui s'appelle « Comprendre l'Open Finance », où je présente tout un tas de projets et puis les enjeux et les perspectives de ce domaine-là. Cinquième et dernière facette de cette nouvelle économie numérique, c'est l'émergence d'organisations nativement numériques. Alors en fait, avec Internet, le coût de création d'une entreprise a chuté, mais au fond, la nature des organisations n'a pas été bouleversée. Il y a des nouveaux business models, des logiques de croissance différentes avec la scalabilité, mais l'entreprise elle-même reste globalement la même. Avec ce que j'ai présenté jusqu'ici, émerge aujourd'hui un concept qui s'appelle les open networks, des réseaux ouverts, qui en fait constituent une forme d'organisation nativement numérique. Alors, elles sont aussi appelées crypto networks, c'est-à-dire crypto réseaux, peu importe les appellations, mais ça repose donc sur la décentralisation. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que Bitcoin est le premier exemple de cette nouvelle forme. Et au fond, certains disent que Bitcoin est la startup la plus valorisée au monde des années 2010 pour une startup qui n'a pas d'employés, pas de bureau, qui n'a pas levé de fonds et dans laquelle chacun peut investir. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase pour une raison, c'est qu'en fait, pour moi, le terme de startup, il est lié à l'économie numérique actuelle. Mais dans cette nouvelle économie numérique, c'est d'autres types d'organisations qui émergent, et il faut changer aussi le vocabulaire, et il faut parler de crypto-réseau. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change pas mal de trucs, mais par exemple, si on prend 2-3 exemples, un crypto-réseau n'a pas d'employés. Un crypto-réseau a des parties prenantes qui sont toutes détentrices du token qui est associé à ce réseau. Et en fait, le token permet d'aligner toutes les parties prenantes sur un intérêt commun. Et l'intérêt commun, c'est quoi? C'est que ce réseau prospère, parce qu'en prospérant, il fait monter la valeur du token. Donc, chacun a un intérêt financier à ce que ça prospère, toutes les parties prenantes, les développeurs, les créateurs, les utilisateurs, et d'autres parties prenantes éventuelles. Une autre chose que ça change, c'est le fait qu'un crypto-réseau ne meurt pas comme une entreprise meurt. C'est des logiques différentes. Et une troisième chose que ça change, c'est le fait qu'on ne dirige pas un crypto-réseau de la même façon qu'on dirige une entreprise, puisque ce n'est pas des employés. C'est un nouveau type de management et un nouveau type de leadership pour gérer les différentes parties prenantes qui détiennent les tokens.
Et donc tout ça est encore en exploration, mais c'est des réflexions qui sont en cours et surtout des choses qui se construisent d'ores et déjà. Et autre chose qui est intéressant, c'est que ça va changer aussi la manière dont les VC, les venture capitalistes, travaillent. Paradoxalement, en fait, les VC qui sont au cœur du financement de l'innovation, ils n'ont pas radicalement innové depuis l'émergence d'Internet. Il y a eu des évolutions, mais il n'y a pas eu de changements radicaux. Là-dessus, ça va provoquer des changements. Ça peut provoquer des changements assez forts, puisque non seulement ils vont investir dans des réseaux, non seulement ils vont apporter des services comme aujourd'hui, mais aussi ils vont de plus en plus participer techniquement à la vie de ces réseaux. Et il y a déjà des fonds de VC américains qui commencent à le faire en participant techniquement à la vie de ces réseaux, en validant des transactions, en détenant des tokens, etc. Ça, c'est quelque chose qui commence à se faire, et donc il y a un basculement du métier de VC, et donc ça va demander aussi de nouvelles compétences pour les investisseurs. Alors, je trouvais intéressant de montrer ici le site internet d'Ethereum, qui a été refait il y a quelques semaines. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a aucune incitation commerciale sur ce site. C'est un site purement informationnel, un site purement de ressources pour découvrir ces nouvelles ressources, parce qu'il ne se voit pas comme une entreprise, mais comme une organisation d'un nouveau type. Et pour autant, Ethereum, finalement, quand on regarde, c'est peut-être elle, justement, c'est probablement elle la plus forte réussite tech des années 2010. Rien qu'en termes financiers, Ethereum, c'est une market cap de 25 à 30 milliards, ce qui est digne des market cap de certains grands acteurs de la tech. Et à titre de comparaison, c'est 2 fois la valeur de marché de Snapchat, par exemple. Alors, si on fait un petit résumé, Internet a permis de faire émerger des créations nativement numériques, des posts de blog, posts Facebook, etc., des échanges et des discussions nativement numériques. Et aujourd'hui, on a l'émergence, en fait, on a la prolongation de cette notion du nativement numérique à d'autres composantes clés du monde. Donc, j'ai parlé des actifs de valeur, c'est tout le monde de la finance et au-delà, les organisations, mais j'aurais aussi pu parler de la comptabilité, puisque la blockchain est au fond un grand livre comptable. J'aurais pu parler du juridique, avec l'émergence de contrats nativement numériques. Et j'aurais pu aussi parler de la question de l'identité, qui n'est pas inintéressante, puisqu'en fait, quand on regarde la question de l'identité numérique, est un des grands manques des protocoles qui ont été inventés par les fondateurs d'Internet. Les fondateurs d'Internet ont inventé des choses super, mais il manquait une chose, c'est un standard ouvert et sécurisé pour pouvoir établir une identité numérique sur ce réseau. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme il y avait une brèche, il y a des acteurs privés qui sont engouffrés dedans, et notamment Facebook, avec son Facebook Connect, qui est une forme d'identité numérique, mais associée à un acteur privé. Et bien aujourd'hui, il y a un mouvement qui émerge qui s'appelle c'est tout ce qu'on appelle les DID, Decentralized Identifiers, qui justement vise à créer une identité nativement numérique. Alors, par rapport à ça, c'est sûr que tout ça, c'est un autre monde pour l'instant que le monde de la tech traditionnelle et des startups. C'est pour ça que ça a mis du temps à être vu par les VC, par la Silicon Valley, parce qu'en fait, c'est un changement de paradigme et qui dépasse la tech. Et au fond, quand on regarde, c'est probable que l'inventeur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ne venait pas de la Silicon Valley et qu'il n'aurait pas pu créer Bitcoin dans la Silicon Valley, parce que ce n'est pas du tout le même paradigme. Une chose intéressante à voir, c'est qu'aujourd'hui, les critiques qui sont faites contre le monde des crypto-monnaies et le web décentralisé et les inquiétudes que ça soulève, c'est les mêmes quasiment que celles qui étaient soulevées dans les années 90 par rapport à Internet. L'une des premières fois qu'Internet, on a entendu parler à la télévision française, c'était dans un journal télé de France 2 en 1995, Daniel Bilalian qui disait ces mots sur le fameux réseau de communication internationale qu'on appelle Internet. On apprend que tout un chacun peut apprendre à confectionner des bombes. C'est aussi simple et terrifiant que cela. Voilà, ça c'est une des premières fois qu'on a parlé d'Internet à la télé française. La fois suivante, c'était pour parler de pédophilie. Et la fois d'après, c'était pour parler de pédophilie, encore.
Et en fait, c'est intéressant de faire le parallèle, c'est vraiment les mêmes exemples, et j'ai développé toute cette idée dans un rapport qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle L'âge du web décentralisé, et qui est disponible en ligne si ça vous intéresse. Alors je vais finir par deux questions clés. La première, c'est est-ce que l'histoire va se répéter ? Ça, c'est Marc Andreessen, un des VC les plus réputés dans la tech, en 96. C'est un VC qui a vu toutes les grandes innovations avant les autres. Et aujourd'hui, il dit, comme d'autres grands VC, quand on l'interroge sur le futur du numérique, il dit « je vois l'IA et la crypto-économie ». Et c'est pareil pour d'autres grands VC comme Fred Wilson, Ben Evans, etc. etc. Donc, est-ce que, encore une fois, les États-Unis seront ceux qui les verront avant ? Est-ce que nous, on va mettre plus de temps que les autres à y croire ? Est-ce que nous aussi, on fera encore un plan Villani de la crypto dans 10 ans parce qu'on sera en retard ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser, à mon avis. Et l'autre question clé, c'est quel modèle préfère-t-on ? Vous avez peut-être entendu parler du fait que Facebook est en train de lancer sa crypto-monnaie. En fait, ça veut dire que c'est des monnaies privées qui vont être créées par des GAFA, par des géants, qui vont obtenir plein d'informations sur nous. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'inverse, Bitcoin et Ethereum, c'est des communs, c'est des biens communs numériques. Et donc, je finirai là-dessus. La question clé pour moi, aujourd'hui, c'est préfère-t-on un Internet de la valeur qui est privé ou un Internet de la valeur qui est public ? Et ça, c'est une question qui est clé à se poser pour anticiper le futur du numérique. Je vous remercie. Merci beaucoup.